Bonjour à tous, merci d'être présents parce que ça nous fait très plaisir de pouvoir partager ce sujet avec vous. Merci aussi aux organisateurs qui ont pendant pas mal de temps préparé tout cet événement et puis là qui sont sur les chapeaux de roue. Et puis merci de nous avoir fait confiance pour cette conférence. Alors merci bien sûr aussi aux sponsors, sans qui ce ne serait pas possible d'avoir un événement et puis surtout un événement gratuit. Je pense que c'est quelque chose d'assez important d'avoir cette gratuité. Et puis, je vais vous raconter succinctement l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. On va commencer par se transformer pour de vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une sorte de petite provocation dans le titre, que vous avez peut-être repéré. On va expliciter ce point-là. Ça va nous amener sur une autre question. Qu'est-ce que l'agile? Alors ça, c'est une question qu'on a très souvent. Et pour ça, on a un modèle qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce modèle, il est vraiment intéressant parce qu'il répond déjà un petit peu à cette question-là, mais il va nous servir aussi, vous allez voir, à plein d'autres choses autour de la transformation. Et puis, ce modèle, il montre aussi un problème. Alors, ça tombe bien, c'est un problème qu'on a rencontré nous aussi. Et du coup, on a trouvé une solution. C'est ça qu'on va vous présenter là sur les immersions. C'est notre solution à notre problème et peut-être que vous pourrez vous en inspirer dans votre contexte. Et puis, on terminera par comment on a réussi en fait à mettre en place cette solution-là, tous nos fails, tous nos échecs et tous les apprentissages qu'on a pu en tirer. On va faire ça humblement, vous allez voir, en espérant que peut-être que vous n'allez pas retomber dans les mêmes échecs de votre côté. Alors, qui sommes-nous? Alors, Christophe Gallon, je suis à Pôle emploi depuis déjà un certain temps, dans l'équipe incubateur et je suis développeur depuis le siècle dernier. Bonjour, Rodrigo Garcia de Oliveira, donc je tape du code depuis 2007 et je travaille à Pôle emploi, à l'équipe incubateur, depuis 2007 et on essaie d'échanger les choses là-bas. Bon, et puis Jérôme Freville, moi je suis tombé dans l'informatique tout petit, puis je suis tombé dans l'agilité en 2009, alors du coup je suis devenu coach agile. Et puis voilà, et depuis que je suis revenu dans l'incubateur, je prends vraiment du plaisir à refaire du code, donc c'était quelque chose que je voulais refaire, donc je fais les deux à la fois, ça me plaît beaucoup. Et donc, on arrive sur la première question. Alors, qu'est-ce qu'on entend par se transformer pour de vrai? Alors, on constate souvent, dans ce qu'on peut observer dans les grandes entreprises, qu'il y a des transformations, mais parfois, les principes agiles semblent un peu écornés au passage, et puis la culture, elle n'a pas l'air de beaucoup se transformer. Donc, pour nous, se transformer pour de vrai, alors on va parler ici d'une équipe, puisqu'on accompagne des équipes, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un changement en profondeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en profondeur? C'est qu'il y a des impacts agiles observables en fait, sur le fonctionnement de l'équipe, et que du coup, la culture de l'équipe est impactée positivement dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est durablement, c'est-à-dire que quand on s'en va, il ne faut pas que ça retombe comme avant. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est ça, c'est que ça puisse être durable et idéalement que ça continue de s'améliorer alors qu'on n'est plus là du tout. Donc, ça va être ces deux notions qui permettent de dire, pour nous, se transformer pour de vrai, ça veut dire quoi? Du coup, il y a une question derrière ça, c'est oui, mais qu'est-ce que ça veut dire l'agile? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Alors, l'agile, c'est une notion assez complexe. On peut la voir sous plein d'angles de vue différents. Et alors, ce qu'on constate, c'est que du coup, très souvent, les gens sont en désaccord sur ce que ça veut dire pour eux. Et quand on discute de telle partie de l'organisation, est-ce qu'elle est un peu agile, moyennement agile, et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait entreprendre? En fait, il y a des désaccords de tous les côtés. Et donc, pour ça, on va vous présenter le petit modèle qu'on évoquait, là, que vous allez peut-être connaître, qui permet déjà de répondre à cette question. Et en plus, ça peut servir ensuite à d'autres choses, comme on va le voir dans la présentation. Alors, ce modèle, c'est Agile Fluency. Alors, je ne sais pas qui connaît. Si vous pouvez la main, ceux qui connaissent. Il y en a 4, 5. Alors, ce modèle, vous pourrez trouver plein d'infos sur le site agilefluency.org. Je vous encourage à aller là-bas. Il y a des documentations très claires. C'est James Shore et Diana Larsen qui l'ont créé. Et ils partaient du constat suivant, c'est que les promesses de l'agilité ne sont pas toujours au rendez-vous dans les transformations agiles. Et donc, ils ont construit ce modèle pour pouvoir en discuter. Je vais vous le présenter très succinctement. Donc là, c'est le challenge de réussir à vous présenter ça rapidement, en 5 minutes. Et on s'est permis de le remettre un petit peu en forme et de mettre nos propres traductions en français. Alors, la première zone de compétences,
c'est partir de personnes et les mettre ensemble pour constituer une équipe avec des caractéristiques, voilà, des caractéristiques agiles. Donc pour ça, c'est que les personnes ils vont s'aligner en fait sur des objectifs, ils vont être transparents, mettre en place de la transparence, chercher des feedbacks, chercher à s'améliorer en continu. On fait ça en mettant du Scrum, hein, typiquement, ou du Kanban, ou des méthodes comme ça. C'est ce qu'ils appellent dans le modèle l'agile fondamental. Il faut environ pour eux 2 à 6 mois pour maîtriser cette zone. Et on met en place du coaching agile, que vous connaissez bien, enfin pour faire ça. Bon. Et pour certains, ça s'arrête là, l'agilité. Et parfois, dans les discussions, c'est bien à ça qu'on arrive. Mais pour d'autres, il y a autre chose. Il y a notamment la livraison. Là, c'est une équipe qui va être en capacité de livrer très rapidement en production et très fréquemment. Et on fait ça en mettant en place des pratiques d'extreme programming, hein, XP, des pratiques de continuous delivery, du DevOps. C'est le genre de choses qu'on va mettre en place. Et ils appellent ça l'agile durable. Et pour eux, il faut de 3 à 24 mois de plus que la zone précédente pour maîtriser. Ça commence à faire. Et là, ici, il y a un vrai challenge, c'est les virages évoqués là, c'est les compétences, et en particulier les compétences des développeurs, qui ne sont pas faciles à faire monter de niveau. Ça dépend d'où on part, évidemment. Et on fait ça en amenant l'expertise de ces pratiques, etc., dans l'équipe, en faisant du mentoring, ce genre de choses, quoi. Et puis, vous aurez peut-être deviné, il y a aussi une troisième zone, c'est la zone de l'optimisation de la valeur. Et là, on a des équipes qui sont vraiment focus à chercher à mettre en œuvre le plus de valeur possible pour les clients. On est sur des pratiques de type UX, Lean Startup, etc. Et donc là, l'équipe, il faut qu'elle soit en capacité de pouvoir prendre toutes les décisions qu'elle souhaite prendre et opportunes en fait, sur le produit. Quelle est cette capacité-là de manière à pouvoir vraiment devenir un leader en fait, éventuellement sur son marché au niveau de la valeur. Ça s'appelle les promesses de l'agile ici, ça paraît assez logique, puisqu'en fait, quand on a ces 3 zones, on a quelque chose qui ressemble quand même pas mal à l'agilité, et il faut de 1 à 5 ans de plus pour bien maîtriser cette zone que les précédentes. On fait ça généralement en amenant aussi l'expertise métier dans l'équipe, de manière très durable, pour pouvoir y arriver. Et parfois, on peut aller jusqu'à la maîtrise des budgets, hein, les décisions budgétaires sur le produit sont prises par l'équipe. Il existe pour eux une 4e zone qu'on appelle système. J'en parlerai très peu. Ils parlent du futur de l'agile. On est sur quelque chose d'assez prospectif. Là, ici, il faut comprendre que les équipes agiles, en fait, s'approprient des problématiques transverses de l'organisation et cherchent à les améliorer. Voilà. Nous, on va se concentrer sur les 3 premières zones. En résumé, en fait, sur ce modèle, contrairement à ce que vous pouvez croire, il n'est pas du tout linéaire. Vous pouvez progresser sur chacune des zones indépendamment. Par contre, il y a quand même un lien, parce que si vous voulez exceller dans une zone, par exemple sur la valeur, vous allez devoir exceller sur la précédente et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas imaginer exceller sur la valeur si vous n'êtes pas capable de livrer fréquemment, rapidement en production pour avoir des feedbacks. Et de même, le fonctionnement de l'équipe est nécessaire. Un bon fonctionnement d'équipe agile est nécessaire pour les 2 zones suivantes pour vraiment performer. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur ce modèle. Alors, on va parler de notre équipe, l'équipe incubateur à laquelle on appartient. Notre mission, c'est d'aider à déployer le continuous delivery dans les équipes. On va revenir sur ce que c'est tout à l'heure du continuous delivery. Et on a une particularité qui nous a semblé intéressante dans cette présentation, c'est qu'on est pluridisciplinaire. Alors, dans le sens où on maîtrise, on est 5 dans l'équipe, on maîtrise en fait l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit la partie expression du besoin, priorisation du besoin, architecture, développement, pratique de continuous delivery, infrastructure, les problématiques en production. On maîtrise en fait tout ça, et ce qui fait qu'en fait, on est en capacité d'accompagner sur les 3 zones à la fois, ce qui nous semble quelque chose d'assez rare. Voilà, peut-être que vous aurez des avis différents, mais dans les transformations agiles, c'est une vraie force qu'on a de notre côté, une chance. Et je vais vous refaire rapidement un aperçu à notre sauce à nous de l'odyssée de l'agilité chez Pôle emploi de manière assez rapide, juste par rapport au modèle. Alors, on a commencé Scrum en 2009 chez Pôle emploi, même si avant on avait des pratiques autour de tout ce qui était itératif incrémental depuis 2003-2005, mais c'est vraiment là où ça a démarré. On est sur le niveau équipe. Ensuite, on a un programme DevOps démarré en 2012, vraiment focus sur la zone livraison, qui a eu du mal en fait à percer à ce moment-là. On a de l'agilité à l'échelle en 2015,
Alors, de notre point de vue, on pense qu'on a surtout mis du Scrum à l'échelle. On pense qu'on a surtout adressé ce niveau-là. Et on a un programme de continuous delivery sur lequel on va revenir, qui se lance en 2018 et qui commence à faire bouger les choses clairement sur la partie livraison. On travaille pour ce programme, donc on va revenir sur ce sujet-là. Et ensuite, on a la démarche produit en 2019 sur la valeur. Juste une remarque, toutes les initiatives ont l'air d'être orientées monozone. Et on va travailler maintenant à vous présenter le programme sur le CD. On va voir qu'on va chercher, nous, à sortir de ce monozone. Merci. Alors, la personne qui nous a accueillis ce matin-là disait de 3IS disait qu'elle ne connaissait pas le continuous delivery, enfin, les termes CI/CD. On va essayer de préciser ça super rapidement. Le continuous delivery, on pourrait résumer ça à un ensemble de pratiques en fait, qui vont permettre de fluidifier, d'accélérer l'ensemble des étapes du cycle de développement d'un projet et d'itérer de manière beaucoup plus rapide. On peut voir aussi, sous un autre angle, celui-là qui nous plaît pas mal, c'est le fait de récupérer des feedbacks à chacune de ces étapes pour pouvoir réagir rapidement. C'est bien de livrer vite, mais il ne faut pas faire comme un cheval fou et s'emballer. Il faut aussi récupérer des infos à chaque fois, à chaque étape, pour pouvoir réagir rapidement. Il y a une autre caractéristique au continuous delivery. Alors ça, c'est une carte de métro qu'on a fait, notre équipe, là, donc on vous l'a dit, on bosse sur le sujet depuis un certain temps. Et on nous a demandé d'étudier un peu le continuous delivery et sa tentative de mise à l'échelle au niveau de la DSI il y a déjà quelques années. Et en partie en Rex, on en a sorti cette carte-là, une carte des pratiques. Bon, on n'est pas là pour vous vendre le truc. L'idée, c'était juste de montrer qu'en fait, il y a plein de pratiques, qu'elles sont interconnectées, et que si on essaye d'en choper juste une ou deux par-ci par-là, la plupart du temps, on se crée plus d'instabilité et de problèmes qu'on en résout. Donc l'idée, ça va être, pour une équipe qui veut se transformer, et faire du continuous delivery, ça va être d'en acquérir une très grosse majorité, on va dire. Alors, on va refaire un peu le contexte avant 2018 et avant qu'on se lance là-dedans. Comme à peu près toutes les grosses DSI, beaucoup de COBOL sur du mainframe, du Java sur la partie back-end et même des fois front-end, du Java sur des serveurs d'application eux-mêmes déployés sur des VM. Voilà, donc classique, ça ne fait pas rêver, mais classique. On pouvait dire qu'on était sur des cycles itératifs, sauf qu'on livrait l'essentiel de notre patrimoine tous les 3 mois, et des cycles qui duraient 6 à 9 mois au niveau du développement. Donc ça ressemble quand même vachement à du cycle en V et du waterfall en vrai. Au niveau de l'orga, aussi un peu classique qui ne fait pas rêver, les devs d'un côté, les ops de l'autre. On évite de trop se parler, chez nous c'est même mieux, on n'est même pas sur les mêmes sites. Et bien sûr, quand les devs produisent quelque chose, ils le balancent par-dessus le mur en espérant qu'un ops va récupérer ça, savoir comment le faire tourner, l'installer en prod et le superviser. Bon. Et à un moment donné, quand même, la lumière fut. Alors pour refiler la métaphore de l'Odyssée, on a un capitaine de chez nous qui s'est dit que ça serait pas mal que tous nos équipes et nos équipages se lancent vers le continuous delivery en essayant de développer un programme pour généraliser le continuous delivery et avec un objectif principal qui était l'autonomie des équipes. Et donc que chaque équipe puisse se lancer à sa convenance vers le voyage. Avec une boussole évidemment qui était les pratiques du continuous delivery, et un facteur facilitant qui a été l'adoption d'une nouvelle plateforme de déploiement basée sur la containerisation. Je ne vais pas rentrer plus sur le sujet. Ce qui a été produit au final par ce programme depuis ces quelques années, c'est beaucoup de docs pour expliquer la théorie, les pratiques liées à ça. Beaucoup de docs exécutables à destination vraiment des développeurs et de ceux qui font pour dire si vous voulez, je sais pas, containeriser votre application, faites ça, voilà, avec des exemples précis.
des starter kits, des choses comme ça. Aussi, ce qui a été produit, enfin, ou mis à dispo des équipes, c'est des équipes transverses de support, system team. Mais pas que. On a aussi introduit des profils Ops dans chacune des équipes. Alors, pas forcément du plein temps, mais au moins, on a introduit ces profils de manière à pouvoir sensibiliser toutes les équipes et les rendre beaucoup plus autonomes vis-à-vis du cycle de vie complet de leurs produits. Le résultat, c'est que ça a plutôt pas mal marché au niveau de l'adoption de la plateforme, là, à l'heure actuelle, et depuis déjà un bon moment. On n'a plus aucune équipe qui part pour développer un nouveau produit ou des nouvelles applications sans atterrir sur la plateforme. Enfin, les VM, maintenant, on va les laisser mourir gentiment. Donc, grosse adoption de cette nouvelle plateforme et de toutes les techniques qui vont avec. Mais on a parfois un peu mal à nos pratiques parce que c'est pas évident. On s'aperçoit que les docs produites, ça suffit pas, que les ops intégrés dans les équipes, ça suffit pas. Ils n'ont pas forcément eux aussi toutes les bonnes pratiques. Les formations qu'on peut trouver, ça suffit pas. Voilà. Et du coup, on va directement vous expliquer un peu ce qui a marché pour nous, ce qui marche pour le moment pour nous. C'est ce qu'on appelle des immersions. Alors, le process, c'est la fusion de deux équipes. L'idée, c'est une équipe qui veut se lancer et faire du continuous delivery. On va la merger temporairement avec une équipe de sachants, d'experts, qui vont les aider à monter sur le sujet, et notamment en faisant du pairing et en vrai plutôt du mobbing et du mob programming. Hop là. L'idée, c'est de recadencer les sprints. Alors, la plupart, à la DSI, la plupart du temps, on est sur des sprints de 3 semaines. Là, on va plutôt partir sur des sprints de 1 semaine et essayer de beaucoup accélérer le rythme de ces équipes. Alors, évidemment, il y a quelques explications théoriques de temps en temps sur des concepts, des choses comme ça, mais on va essentiellement se baser sur la pratique et vraiment développer avec eux au quotidien. Un fil rouge, le pass to prod. Alors, le pass to prod, c'est pas, je ne sais pas si le terme est très connu. L'idée, ça va être de travailler sur toutes les étapes qui vont être nécessaires à une équipe pour amener ses lignes de code et ses commits jusqu'en production. Et on va, avec eux, pendant le temps où on est, tout automatiser, tout bien formater, travailler avec eux sur les sujets pour que, quand on part, ils soient autonomes. Et qu'ils aient un process qui soit fluide et qui fonctionne et qui se pose moins de questions une fois qu'on est parti. L'idée, c'est de travailler sur un temps long, en fait 1 mois. Alors 1 mois, c'est pas hyper long en vrai pour accueillir des nouvelles pratiques. Quand vous nous avez eu sur le dos pendant 1 mois, déjà, vous trouvez que c'est pas mal. Mais voilà, c'est le temps, on va vous expliquer après pourquoi on en est arrivé à ce délai-là. Et par contre, ça demande une adaptation permanente de l'équipe des experts. On n'arrive pas dans une équipe en disant voilà, aujourd'hui on fait ça, demain on fait ça, après-demain on fait ça. Il faut travailler avec eux, connaître leur quotidien, leur profil, leurs problématiques, et donc en permanence, quasiment tous les jours, s'adapter à ce qu'ils doivent faire, à ce que demande le produit, à ce qui doit être fait au jour le jour. Un petit exemple de timing vraiment global, on va passer dessus rapidement, mais il y a une petite phase de préparation où évidemment ils nous demandent notre aide et notre intervention. Ça ne se fait pas contre leur gré, c'est basé vraiment sur le volontariat des équipes. Petite phase d'entretien individuel pour savoir ce qu'ils attendent de ces accompagnements, leurs craintes, et ainsi de suite. Ça nous permet de mieux préparer l'accompagnement qui va suivre. Une phase de lancement, le premier jour, c'est important, on rassemble tous les 2 équipes évidemment en présentiel et aussi toutes les parties prenantes du projet, architectes, support technique et autres, pour leur expliquer la méthode, pour mettre tout le monde à niveau via des ateliers comme l'event storming ou des choses comme ça, tout le monde à niveau sur du fonctionnel. C'est généralement pas du luxe pour les accompagnants, et à la fois aussi sur la partie technique, sur toutes les décisions qui ont pu être prises pour que tout le monde partage le contexte du projet. Je passe sur les 4 semaines rapidement, c'est
sprint, en scrum classique. Et le dernier point important, là plutôt pour l'équipe d'accompagnants, c'est une rétro, mais qui va nous intéresser à nous pour avoir le feedback des équipes, comment elles ont vécu ça, et ça va nous permettre de nous améliorer, de changer des choses pour le coup d'après. Et pour vous expliquer comment on en est arrivé à ce système-là, je laisse la main à Rodrigo. Merci Christophe. Donc, Christophe vient de vous présenter les formats détaillés des immersions, l'outil que nous utilisons pour accompagner les équipes. Et je vais vous raconter la petite histoire qu'il y a derrière ces immersions. Tout d'abord, les concepts lui-même des immersions, nous l'avons emprunté à la société Weimar Tanzou, ex-Pivotal, qui utilisait ces types d'accompagnement pour faire monter les équipes en compétences pour la nouvelle plateforme qu'on a installée. D'ailleurs, je n'ai pas dit, donc c'est la société qui est derrière la nouvelle plateforme qu'on a installée pour pouvoir mener à bien le programme des transformations vers le CI/CD. Donc, ils ont pu quand même accompagner avec ce dispositif à 4 équipes à Pôle emploi. Et nous, l'équipe incubateur, donc nous nous sommes fortement inspirés de ce dispositif. Nous l'avons adapté à nos besoins et du coup, on a pu jusqu'à présent accompagner 3 équipes. Et je vais vous raconter comment ces 3 immersions se sont déroulées. Hop. Donc, pour la première immersion, nous avions décidé d'accompagner que l'équipe développement. Donc, durant 1 semaine, et on avait décidé d'accompagner que sous la zone de livraison, c'est-à-dire la zone du CI/CD. Merci. Et du coup, voici les menus que nous avions confectionnés aux développeurs. Donc, en bref, on allait accompagner sous la montée en compétences sur la nouvelle plateforme et la nouvelle stack technique, et aussi sur l'ensemble des pratiques. L'ensemble des pratiques qui sont nécessaires pour faire du contenu delivery. Là, vous avez les exemples, donc les pair programming, le TDD, la mise en place d'une stratégie de test complète et automatisée, la mise en place d'un pipeline, etc. Voilà. Donc, nous sommes arrivés, on a commencé à accompagner l'équipe de dev et les choses se sont un peu corsées avec les PO. En effet, celui-ci, il avait rédigé la plupart des US bien amont du début de développement. Et on y trouvait de la conception technique, de l'algorithmie et même du pseudocode. Vous pouvez imaginer qu'ils étaient longs comme un bras. Et il fouille de ces travaux en silo. Donc, du coup, les développeurs, ils ne maîtrisaient pas vraiment le métier. Donc, à ces moments-là, les PO, ils se trouvaient vraiment déboussolés. Et on a dû improviser un accompagnement avec les PO. Donc, cet accompagnement, on a décidé de se centrer sur 3 points principaux. Donc, d'abord, clarifier les frontières des responsabilités entre les PO et les développeurs. Donc, les PO, ils doivent rester sur les pourquoi, c'est-à-dire la valeur, et les quoi, les besoins. Et les développeurs, ils doivent être responsables du comment répondre à ces besoins. Et deuxième point donc, de l'accompagnement, c'était comment aider aux PO à rédiger des US courtes qui tiennent dans un sprint d'1 semaine, et aussi utiliser un format bref afin d'encourager l'expression du besoin à l'oral. C'est quand même beaucoup plus efficace et rapide que la transmission écrite. Et troisième point, on essayait de lui faire comprendre l'importance que les développeurs montent en compétences dans le métier. Et pour cela, nous avons organisé une séance d'event storming qui, d'ailleurs, ça a très bien marché. Donc, à niveau de développeur, l'accompagnement a très bien marché. Il livrait à chaque fin de sprint. Donc, pour eux, la livraison est devenue un non-événement, ce qui est un marqueur clé du contenu de delivery. Et cerise sur le gâteau, ils se sont permis même de capitaliser les apprentissages, polliniser autour des autres équipes de son département. Donc, en termes d'apprentissage, évidemment, il fallait inclure les PO dans le dispositif. Il y a eu un consensus qui, 8 semaines, c'est quand même long. Donc, c'est trop contraignant, trop impactant à niveau personnel à se déplacer tout le temps. Et aussi, c'est difficile de bloquer pendant 8 semaines. C'est quand même pas évident. Et
on a constaté que quand c'était nous qui prenions les claviers pendant les séances de pair et programming mobile, on allait trop vite. Donc, du coup, c'était pas top au niveau apprentissage. Donc, on a décidé, on le touche plus et on intervient à la distance, à l'oral, s'il y a besoin. Donc, la deuxième immersion, donc, on a adapté les dispositifs pour prendre en compte les apprentissages qu'on a pu retenir. Donc, d'abord, on a inclus le PO dans le dispositif. On a réduit la durée à 4 semaines au lieu de 8 semaines. Et on a créé un dispositif propre, un programme d'accompagnement pour les PO, afin d'adapter la particularité de ces métiers au contexte de continuous delivery, c'est-à-dire un contexte où il y a des itérations courtes et dans lesquelles il faut rédiger des US courtes et qui apportent quand même de la valeur. Nous avons eu quand même des difficultés. Les plus importants, c'est que le dispositif qu'on avait pensé pour les développeurs ne les a pas vraiment embarqués à 100%. Du coup, on n'a pas réussi à leur donner envie et ou montrer l'intérêt de cette démarche. Un autre souci, c'est que l'équipe disposait d'un Ops qui travaillait main de la main. On n'avait pas prévu de l'embarquer. Donc, résultat, d'une part, il est resté un peu écarté de l'équipe pendant un mois. Et d'autre part, il y avait des choses qu'il n'a pas pu profiter, les nouveaux élans, la dynamique. Donc, du coup, c'était dommage. On a aussi constaté des problèmes. On s'est rendu compte que l'écosystème autour de l'équipe, ça peut vraiment nuire à la capacité de l'équipe de faire du continuous delivery. Plus précisément, le périmètre de l'équipe était trop réduit et l'architecture, le projet, il avait plein de dépendances externes. Donc, du coup, ça a vraiment les bloqué pour être autonome pour ces livraisons en production. Et en effet, résultat, après notre départ, les rythmes des livraisons en production a vraiment chuté. Donc, on peut dire que pour cette équipe, la livraison en production restait encore un événement. Malgré tout, il y a eu quand même quelques succès. Donc, l'accompagnement a permis quand même le PO de rédiger des US courtes avec de la valeur. Et les développeurs, ils ont pu quand même monter en compétences au niveau technique et au niveau des pratiques. Et donc, ça nous a permis aussi, au passage, d'entériner que la durée des 4 semaines, c'était raisonnable. Donc, en termes d'apprentissage, il fallait accompagner différemment les PO pour les embarquer davantage. Donc, on s'est rendu compte, bon, on ne s'est pas rendu compte, on le savait, dans une équipe, il n'y a pas que les PO et les devs. Donc, il y a l'équipe forme un système, et il y a d'autres acteurs qui peuvent influencer et qui ont un rôle important. Donc, on a décidé qu'il fallait plutôt accompagner toute l'équipe, tous les systèmes en même temps. On partait du prédicat que la maîtrise du Scrum était acquise pour toutes les équipes. On s'est rendu compte sur le terrain que ce n'était pas toujours le cas. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'inclure aussi un petit accompagnement Scrum dans le dispositif. Donc, fort du constat du problème d'écosystème qui peut nuire à la capacité de livraison de l'équipe, et on a retenu que si c'était possible, il fallait influencer l'écosystème pour essayer de faire bouger les lignes afin de garantir que l'équipe puisse livrer en toute autonomie. Pour la troisième immersion, donc on a encore modifié le dispositif. Donc, on a embarqué tout le monde. On a introduit des entretiens individuels bien amont des immersions afin de capter les attentes, les motivations des personnes, afin d'adapter au mieux le dispositif. On a aussi élargi le périmètre d'accompagnement à la zone valeur du modèle Agile Fluency. Et pour cela, vous voyez en rouge, dans les menus pour les PO, on a ajouté un accompagnement aussi autour de la valeur, la mesure et les lignes startup. On a décidé aussi d'élargir encore le périmètre d'accompagnement à la zone équipe. Et pour cela, on a encore inclus un dispositif pour le Scrum Master et les chefs de projet. Donc là, on essaie surtout de faire une piqûre de rappel sur la méthode Scrum
et aussi s'assurer qu'on allait avoir des acteurs qui allaient garantir que l'équipe ne régresse pas et surtout qui continue à progresser. Donc, à la fin de ce troisième voyage, on était tellement content du résultat qu'on se posait la question, sommes enfin arrivés au rivage du continuous delivery. Parce qu'en effet, en ce qui concerne les PO, ils ont pu se recentrer sur les responsabilités principales, c'est-à-dire l'optimisation de la valeur, tout en rédigeant des US courtes et en collaborant efficacement avec les développeurs. Ils ont pris tellement de confiance qu'ils se sont permis de challenger la valeur. Ils ont mis en place des ateliers avec les utilisateurs finaux. Et ils ont pu aussi installer un boucle de feedback avec les métiers, c'est-à-dire qu'à chaque mise en production, lors de la démo, les métiers venaient, ils réagissaient, ils racontaient ce qui n'allait pas, et l'équipe prenait en compte, pivotait à chaque sprint. En ce qui concerne les développeurs, donc on a réussi à embarquer correctement tous les acteurs techniques, et pour eux, la livraison passait comme une lettre à la poste, donc pas de problème à ce niveau-là. Et en ce qui concerne l'équipe, quand nous sommes arrivés, ils avaient les mêmes problèmes d'écosystème qui n'étaient pas favorables. Donc, ils devraient utiliser un composant qui allait être livré dans 9 mois. Donc, ils se sont dit, non, on veut faire du contenu delivery, ce n'est pas possible. Donc, du coup, ils ont challengé l'écosystème. Ils ont mis en question les choix d'architecture. Ils ont utilisé un composant qui existait déjà, qui pouvait fournir les données dont ils avaient besoin. Également, l'équipe, ça nous a vraiment bluffé. Ils ont instauré une culture d'amélioration. Même après notre départ, ils ont continué à progresser. Donc, ils ont même mis en place des cérémonies comme les 3 amigos, qui on n'avait pas eu le temps de les aider. Et on a vu aussi, parce qu'en fait, on le suivait. À chaque démo, on était présent, donc on pouvait suivre l'avancement de l'équipe. Et du coup, on a constaté aussi que leur productivité augmentait, le nombre d'US par sprint a augmenté. Donc, en termes d'apprentissage pour cette immersion, on s'est vraiment posé la question est-ce qu'on peut vraiment accompagner une équipe pour faire du contenu delivery si l'écosystème n'est pas là pour les aider? Donc, du coup, il faut vraiment, avant de l'immersion, essayer de challenger l'architecture, les périmètres. Ils se posaient même la question, est-ce qu'un investissement aussi coûteux comme une immersion, il vaut la peine si à la fin, les équipes ne pourront pas faire du contenu delivery? Moi, je laisse Jérôme pour conclure. Merci. Donc, on arrive dans la conclusion à toute cette présentation. Vous vous souvenez, hein, c'était transformer pour de vrai. Est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Et qu'est-ce qu'on avait mis dans la définition? Se transformer en profondeur et durablement. Donc, on a vu qu'il y a des équipes qui, petit à petit, y arrivent. Et la dernière, elle a réussi à faire ça. Alors, il y a 4 idées qu'on veut simplement résumer par rapport à celle-ci. La dernière, on ne l'a pas présentée. On finira sur ça, vous verrez. La première, c'est qu'en fait, on pense que ça semble vraiment presque nécessaire en fait, d'accompagner sur les 3 zones à la fois, quand on veut vraiment que les équipes elles franchissent des étapes rapidement. Et donc, que ce soit la partie Scrum, la partie livraison continuous delivery et la partie valeur, on a vraiment l'impression que les choses sont assez liées et qu'on a une opportunité de le faire en même temps. On a la chance de pouvoir accompagner sur ces 3 zones, et je pense que c'est peut-être quelque chose à tester chez vous si vous n'avez pas cette possibilité. En tout cas, d'essayer de récupérer des personnes qui ont l'expérience pour adresser ça, et puis tester, voir ce que ça donne. Ça, c'est la première idée. La deuxième, on a vu une équipe, c'est systémique. Alors, on le savait, mais il a fallu qu'on se heurte à la situation pour se rendre compte que même sur des sujets comme le continuous delivery, il faut réussir à emmener tout le monde parce que sinon, ça crée des vraies difficultés ensuite dans l'équipe. Donc, non seulement il faut accompagner toute l'équipe, mais il faut aussi chercher à accompagner ou influencer des personnes qui ont des rôles clés tout autour. Ça peut être les architectes, ça peut être des managers, ça peut être des responsables de département, de manière à pouvoir donner le terrain, le terreau, en fait, pour que l'équipe elle puisse réussir à prendre son autonomie et qu'on les ramène pas, que le système les ramène pas en arrière. Donc, c'est ça qu'on a cherché à faire et qu'on va chercher, continuer à augmenter en fait ce point-là. Et donc, petit à petit, on acquiert de l'expérience à accompagner des profils totalement différents au sein de l'équipe.
Et puis la dernière, il y a notre solution, entre guillemets, la des immersions, qui nous semble quelque chose d'assez, de vraiment intéressant. Ça résout en fait une problématique de notre point de vue, c'est que globalement, sur la partie livraison et sur la partie valeur, mais surtout sur la partie livraison, il faut immerger l'expert dans l'équipe. C'est ce que disait le modèle. Et c'est différent en fait du coaching agile. Et là, on a une manière de faire différemment. C'est-à-dire qu'il va pas rester, en fait, les experts vont pas rester des mois et des mois complètement dans l'équipe. On cherche à se focaliser tous ensemble, on y va d'un coup. Et on est à 100% focus dessus. C'est une manière d'éviter qu'on soit tous tout le temps dans des équipes de dev. Et le deuxième point, c'est que c'est au poste de travail. C'est-à-dire quand on travaille avec la matière des personnes elles-mêmes, que c'est là où c'est le plus facile de former les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble vraiment intéressant à tester d'ailleurs sur d'autres sujets, quoi, dès qu'on est sur des choses complexes. Et puis la dernière chose, ça va rejoindre ce que disait Anne tout à l'heure. Alors c'est une citation que je vais lire, que j'aime bien, parce que j'ai déjà présenté ici. Si un œuf est brisé par une force extérieure, la vie prend fin. S'il est brisé par une force intérieure, la vie commence. Et les grandes choses commencent toujours de l'intérieur. Alors là, l'idée, c'est simplement de dire que le changement qu'on a évoqué là, ça vient que des équipiers des équipes. Nous, on était juste là pour donner un cadre, essayer de catalyser en fait du mouvement, amener certes de l'expérience ou de l'expertise sur tel ou tel sujet, mais le changement, il vient directement des équipes, et donc il faut qu'ils aient vraiment envie. Et donc toute la difficulté qu'on cherche à faire des fois, c'est à donner cette envie pour qu'ensuite ça puisse fonctionner tout au long de l'immersion. Et donc ça, il faut toujours qu'on continue à travailler là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Vous avez le rôti si vous voulez faire des retours et si vous réussissez à capter du réseau. Demain, je pense qu'on proposera un sujet, parce que là, on n'a pas évoqué le comment on fait. On pensait que c'était moins intéressant, mais peut-être que vous aurez des questions là-dessus. Donc demain, au forum ouvert, on proposera probablement un truc sur comment accompagner, que ce soit les PO ou d'autres profils. On pourra discuter de vos expériences. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur les forums ouverts. Et on est OK pour des questions-réponses à partir de maintenant.